Face au changement du globe entre métamorphose des cultures et identité, quels moyens concevoir pour construire notre futur? Au XIXe siècle, on a créé les mythes du futur, les grands récits dont parlait Lyotard, qui imaginaient l'avenir de l'humanité. Ces mythes du futur n'étaient plus des mythes particuliers ancrés dans le passé, mais des mythes généraux qui parlaient de l'avenir de l'humanité. Le passage à l'acte au XXe siècle a laissé un goût amer. Cependant, nos connaissances ont progressé à une vitesse foudroyante. La science a révélé les proportions vertigineuses de l'infiniment grand, les systèmes solaires et les galaxies, des milliards de systèmes solaires dans notre galaxie et des milliards de galaxies dans l'univers. Le paradoxe est là. Nous n'osons plus imaginer l'avenir au moment où les technologies récentes nous donnent un moyen d'action sans précédent sur notre environnement. Le dernier grand récit est celui de Fukuyama, la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ce n'est pas la fin de l'histoire événementielle, mais c'est l'accord généralisé, dit-il, sur la formule qui associe l'économie de marché et la démocratie représentative. L'évidence des faits politiques semble désavouer cette fin de l'histoire, car les régimes dictatoriaux s'accommodent très bien du marché libéral. Au total, devant ces incohérences et ces inégalités, nous pouvons comprendre l'invitation de Voltaire à cultiver notre jardin, à nous replier sur lui. Mais la division en classes, la pression de la consommation et le contexte médiatique nous obligent à la réflexion. Nous ne concevons plus l'avenir, nous n'espérons plus à l'avenir, nous n'imaginons plus, mais il nous aspire. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. Les gens fortunés circulent sur la planète comme si elle était leur jardin. Cependant que les migrants, chassés de chez eux par la violence et la misère, ou la misère, fuient leur pays et cherchent souvent en vain un asile. La science progresse, mais l'analphabétisme aussi. Les inégalités dans le domaine de la connaissance sont encore plus frappantes que dans celui de la consommation. D'où un sentiment de malaise ou d'inquiétude qui se répand pour des raisons objectives, mais aussi du fait que nous sommes informés de tout ce qui se passe partout, instantanément, et que cet effet de cumul est par lui-même anxiogène. Du coup, il devient puéril ou suspect de parler de progrès. C'est bien pourtant ce que j'essaierai ici de faire, en partant d'un point de méthode, d'une définition et d'un principe. Le point de méthode touche au rôle de l'hypothèse, essentiel en science, mais mal vu dans le domaine politique, où l'on a vite fait de parler de révisionnisme, alors que la science fait usage des hypothèses qu'elle apprend à vérifier ou à infirmer. La définition est celle de l'être humain, qui a pour vocation la connaissance, contrairement à la leçon qu'essaient de lui imposer les religions. Le principe est celui de la triple dimension de l'être humain. La dimension individuelle qui renvoie tout homme, chacun d'entre nous, à son corps et à ses affects, est indissociable de sa dimension culturelle qui commande les principes de sa relation aux autres, et de sa dimension générique par laquelle il se définit comme être humain, indépendamment de son sexe et de ses origines. Les cultures du monde ont toutes indiqué aux individus le chemin du lien social en leur imposant des règles de filiation, d'alliance matrimoniale et de règles de résidence. Ces règles sont très diverses, mais dans chaque cas, impératives. Ainsi, Lévi-Strauss a-t-il pu écrire « C'est à proprement parler celui que nous appelons saint d'esprit qui s'aliène, puisqu'il consent à exister dans un monde définissable seulement par la relation de moi et d'autrui. Cette aliénation première se répète dans toutes ses formes de société,
et fait l'essentiel de ce que nous appelons les cultures. Les cultures contiennent le sens social, si nous entendons par là le lien reconnu comme nécessaire entre les uns et les autres. Le sens social préserve l'individu de l'isolement, mais il est opposé à toute autonomie de l'individu. Il est politique et assure la domination de certains sur d'autres, en premier lieu celle des hommes sur les femmes. C'est bien la référence à la troisième dimension de l'être humain qui introduit une tension dans cette logique culturelle. La reconnaissance d'une même essence humaine dans tout homme existant fait le fond de toutes les formes de résistance à l'arbitraire du sens social. C'est ce qu'exprime Sartre, Jean-Paul Sartre, à la fin des mots. Si je range, écrit-il, si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. Il me semble que la définition de Sartre, tout homme, tout l'homme, vaut pour ce que j'appellerais une anthropologie engagée, c'est-à-dire pour une anthropologie qui s'inscrit dans une perspective humaniste et n'hésite pas à sortir du strict domaine de la pure analyse pour se prononcer sur ce qui devrait être. Une telle anthropologie partirait du constat que le langage générique s'impose quand nous invoquons les ambitions de la science. Lorsqu'Armstrong a marché sur la Lune, on a dit « l'homme a marché sur la Lune » et non « un Américain a marché sur la Lune ». Mais dans la pratique courante, la dimension générique est à la fois reconnue et niée. Les guerres ont toujours opposé des hommes à d'autres hommes. On pourrait dire que la guerre est le signe de l'humanité. Mais on a souvent traité les ennemis comme des bêtes, sans doute pour s'octroyer plus facilement le droit de massacre. L'utopie de l'éducation pour tous serait le moyen idéal pour parvenir à la constitution d'une planète habitée par des individus, tous libres au sujet de la planète Terre. Mais il s'agit bien d'une utopie, non pas au sens des utopies du XIXe siècle, mais à partir de faits dont on peut se demander dans quelle mesure et à quelles conditions on peut essayer de les extrapoler. Deux exemples au bout de la chaîne. Quelles sont les chances d'avenir respectives de la fille d'un paysan afghan et du fils d'un professeur à Harvard? Et pourtant, rien ne nous dit que la jeune afghane n'aurait pas des qualités intellectuelles équivalentes ou supérieures à celles du fils du professeur. Mais partons du spectacle offert par tous les jeunes Européens rassemblés au CERN, qui ne se consacrent qu'à la recherche fondamentale dans le domaine du nucléaire. Tous n'appartiennent pas à la bourgeoisie aisée, et ensemble ils constituent un bel échantillon de chercheurs animés par le seul souci de la connaissance. Ils préfigurent ce que pourrait être dans un avenir proche des coalitions d'esprits animées par le seul désir de connaître. Avons-nous les moyens d'une telle transformation? La puissance des outils informatiques semble indiquer que oui, mais il conviendrait de les utiliser comme des moyens et d'éviter qu'ils servent uniquement à dessiner les contours d'un monde de fantaisie qui se présenterait comme l'aboutissement d'une fuite hors du réel par les jeux de l'imagination. L'effort de pédagogie deviendrait une tâche prioritaire pour laquelle il conviendrait de mobiliser toutes les énergies. Jamais les cultures du monde n'ont été aujourd'hui brassées avec une telle vigueur. Toute démarche ethnologique, dans quel contexte que ce soit, s'assigne donc deux tâches prioritaires. Déceler derrière les dogmes de la culture les questions implicites auxquelles ils répondent et, dans ces réponses elles-mêmes explicites, l'action subversive des ruses du pouvoir qui menacent et pervertit toute relation sociale. L'anthropologie sert d'abord à réfuter et à combattre tous ceux qui, au terme d'une lecture sauvage des ethnologues, encensent ou fustigent les différences culturelles, en oubliant dans les deux cas que les différences ne sont pas respectables en tant que telles, mais en tant qu'elles sont relatives et dans cette mesure susceptibles de dépassement. Nous commençons à nous préoccuper de l'avenir de la planète. Cette préoccupation est noble en ce qu'elle concerne l'avenir de l'humanité en général et la part d'hommes génériques présente en chacun de nous. L'avenir de la planète n'est pas celui des individus que nous sommes,
ni celui de nos enfants, mais celui de tous les humains à venir, auxquels nous unit une sorte de fraternité essentielle. L'inquiétude pour l'avenir de la planète comme corps physique maltraité nous fait éprouver notre condition d'humain. Il existe aujourd'hui une contradiction certaine entre les préoccupations écologiques des pays dits développés et le désir de progrès des pays émergents ou sous-développés. Le souci de protéger la planète apparaît parfois comme un luxe riche et non comme répondant au souci d'asseoir, et comme répondant même au souci d'asseoir une domination. Comment peut-il échapper au soupçon de vouloir assurer l'avenir de l'homme en général en oubliant une partie de l'humanité? Cette contradiction a toutes les apparences d'un défi et je vois deux directions pour le relever. La finalité de ce que nous appelons le développement, dont le prix écologique est parfois lourd, doit être sociale avant d'être économique. La lutte contre la pauvreté est la condition de tout développement véritable. Il faut pourtant mettre un terme au développement conçu comme production de richesse sans souci de répartition. Aujourd'hui, l'écart ne cesse de se creuser entre les individus les plus riches et les couches sociales les plus pauvres. C'est le moteur du système. Et c'est ce système qui pollue la nature parce qu'il ne la respecte pas plus que les individus. Que le souci écologique rejoint l'exigence anthropologique. Il faut changer de moteur. Pour changer de moteur, sauver la planète et la société, il faut une volonté et une lucidité que l'éducation peut seule aider à développer. Le développement de l'éducation fait appel à des énergies non polluantes, celles de l'esprit et de la connaissance. L'éducation et le développement de la connaissance sont une arme efficace pour maîtriser tous les aspects de la croissance, repenser notre rapport à la nature et corriger l'arbitraire des cultures. Ces déclarations de principe ont une dimension utopique et peuvent paraître bien éloignées des contingences et des préoccupations immédiates, mais je crois sincèrement que c'est en luttant pour la présence effective de tous les enfants du monde dans de véritables écoles que nous arriverons à changer la société et à retrouver la nature sans renoncer pour autant à l'explorer. À trop ignorer le temps, à trop nous enfermer dans l'illusion du présent perpétuel, comme nous y invite la multiplicité des images et des messages instantanés, ou la métaphore des saisons, récurrente dans le domaine politique, sportif, littéraire et autres, nous risquons de découvrir brutalement un jour que les troubles actuels n'étaient que les prémices d'un bouleversement plus radical. Pour l'instant, le fossé ne cesse de se creuser entre la classe des possédants, celle des consommateurs et celle des exclus. Sur quelques continents que nous nous situions, nous vivons d'abord un changement d'échelle auquel notre regard n'est pas encore habitué et dont la crise est l'une des conséquences. L'utopie de demain a tout le moins trouvé son lieu, déjà un peu étroit, la planète en tant que telle. Nous ne pouvons pas savoir encore si ce sera pour le meilleur ou pour le pire. Si l'utopie noire de l'oligarchie planétaire s'accomplit, comme elle semble en voie de le faire, ou si, à la suite d'un renversement historique imprévu, à la faveur peut-être de quelques découvertes scientifiques majeures, des convergences nouvelles s'esquisseront entre pensée de l'universel et action politique, ouvrant la voie à la réalisation de l'utopie de l'éducation pour tous et à la réconciliation définitive entre la nécessité des relations et celle de l'autonomie individuelle, entre sens et liberté. Cette réconciliation est l'enjeu de toute véritable démocratie. Entre des citoyennetés nationales en difficulté et une citoyenneté mondiale prématurée, nous assistons à des tentatives de composition ou de recomposition que l'on pourra juger soit véritablement difficiles, soit profondément exaltantes. Les difficultés rencontrées par la construction européenne en préfigurent ou en expriment une autre. Comment s'adapter au changement d'échelle en cours qui devrait, à long terme, que nous le voulions ou non, faire de nous des citoyens du monde? En un sens, les migrants sont les héros des temps modernes. Leur aventure prouve qu'on peut rompre avec les attaches du territoire, s'affranchir des cultures enracinées et se lancer dans une aventure purement individuelle.
Là encore, ils font peur. D'abord parce qu'on les soupçonne de mentir, de vouloir recréer sur place des solidarités anciennes. Et non seulement de se serrer les coudes, mais de promouvoir des communautarismes effectifs qui portent atteinte à l'histoire, aux traditions, voire aux valeurs du pays d'accueil. Mais aussi, plus subtilement, lorsqu'ils échappent véritablement, visiblement à ce soupçon, car ils démontrent alors par l'exemple, en sens inverse, la relativité du lien qui attache chacun à son lieu. Lien senti chaque jour comme plus fragile devant les accélérations de la globalisation. Certains peuvent s'effrayer de ce séisme sociologique et de leur solitude soudaine. Sans se donner le ridicule de décréter des solutions à des problèmes historiques de long terme, on peut essayer de serrer les questions, car la confusion est un facteur d'incompréhension et de violence. La question de ce qu'on appelle parfois l'intégration est double. Elle ne concerne pas seulement les migrants dans leur pays d'accueil, mais plus largement l'adaptation de tous aux contraintes du nouvel espace planétaire en voie de constitution. La question du marché mondial et des interférences de la spéculation financière a des aspects techniques qu'une volonté politique claire pourrait maîtriser. La question de l'identité est simultanément individuelle et plurielle. C'est l'enjeu politique majeur et un acquis de la recherche anthropologique. Nul individu ne peut vivre ni se concevoir isolé, car la relation est essentielle à la définition et à la perception de l'identité individuelle. L'action politique, au sens le plus noble du terme, a donc deux impératifs complémentaires et à la limite contradictoires ou à tout le moins toujours en tension: garantir la liberté des individus et préserver la possibilité des relations, le sens social. La démocratie veille à ce qu'aucun des deux impératifs n'empiète sur l'autre, ni anarchie ni totalitarisme. Or, cet enjeu fondamental est réactualisé par le changement d'échelle que nous vivons aujourd'hui et par la nouvelle sédentarisation planétaire et globale. Celle-ci tente progressivement de se mettre en place et notre regard peine à discerner les contours encore flous du nouvel avenir d'où devrait être abolie non pas la réalité de l'altérité constitutive de notre identité, mais l'idée même de l'étranger. Je vous remercie.